There. Oh. For Maite here. Maite? Yeah. Nice to meet you, Maite. Nice to meet you. Nice to meet you. It's a pleasure. Agustin Medici. Okay. Can I get the paper from Maite? Buenas tardes. Good afternoon. Repeat. Buenas tardes. Good afternoon. Okay. I hope you're doing well. My name is Alexandre da Silva, and I'm the National Secretary for the Rights of the Other Person, as well as the President of the National Council for the Rights of the Other Person. Je viens du Brésil, je vais être le modérateur. Nous allons commencer avec cette session plénière numéro 4. Renforçons le soutien entre pairs et coopération, collaboration. Voici les membres de ce panel. Catherine Brasher, chercheuse, elle est chercheuse dans l'environnement rural. Elle vient de la Trove Rural Health School en Australie. Et voilà. Alors, Paraná, Brésil, Maite Peña Lopez, qui est la députée pour les soins et la politique sociale dans le gouvernement de la province du Guipuscoa, Dara McGuigan, qui vient de l'Irlande. Elle est la personne qui gère les programmes régionaux en Irlande. Et ensuite, Michelle Gray-Chafranquier, qui vient du Mexique, présidente de l'Association pour le développement intégral à Zapopan, Jalisco, Mexique. Agustin Martinez Molina, qui est le coordinateur général et des services sociaux de l'IMSERSO du gouvernement de l'Espagne. Alors, cette séance aura une durée de 90 minutes et nous avons 6 interventions de entre 5 et 7 minutes avec l'option. Et bien sûr, après, il y aura des questions, tout cela en conversation. Oui, nous voulons passer des engagements aux actions concrètes. Voilà, j'espère qu'il y aura aussi une interaction. Je vais vous donner un résumé du contexte global avant de passer la parole aux différents invités. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une explosion démographique, un changement profond du point de vue démographique. Ceci répond à l'augmentation, du point de vue de l'espérance de vie. Nous vivons de plus en plus longtemps. Il y a beaucoup d'espaces où il y a déjà beaucoup de personnes qui ont plus de 60, 80, 90 ans.
Et tout ceci entraîne des modifications, des changements dans les quartiers. Il y a des groupes de différents âges ayant des besoins différents, des nécessités différentes. Alors nous avons une énorme diversité, des personnes vulnérables à des niveaux différents et c'est là où les discriminations peuvent se cumuler. Nous sommes dans le réseau mondial des villes et de communautés, amis des aînés de l'OMS ici pour parler des différents services dont ces personnes ont besoin afin de pouvoir vieillir en bonne santé. Nous devons aussi prendre en compte les droits des personnes âgées, tout d'abord, et nous devons aussi identifier des stratégies afin de garantir ces droits-là. Nous avons une perspective globale du vieillissement et il y a une énorme variabilité si nous comparons les différents pays, des situations très différentes. Là, comment l'on considère les personnes au-delà de plus de 65 ans est différente dans les différents endroits. Et en 2025, dans le monde, il y avait environ 1,2 milliard de personnes au-delà de 60 ans. Considérant les estimations de la démographie globale, il faut prendre en compte que le collectif des personnes aînées représentera 40,9% de la population globale, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Nous devons continuer à travailler, à créer des réseaux, à tisser des liens de coopération qui puissent nous permettre d'inclure les différents agents, acteurs qui sont là pour protéger les droits des aînés. Le contexte global est marqué par un vieillissement rapide de la population, mais cette population a des caractéristiques différentes si nous comparons les différentes régions du monde. Voilà pourquoi il faut une action coordonnée, publique, afin de pouvoir offrir des services publics. Nous devons intégrer la totalité des acteurs engagés qui veulent aider les aînés. Il faut travailler à des niveaux différents, au niveau régional, local, étatique, bien sûr, au niveau global. Il faut garantir les droits humains des personnes âgées. Nous devons encourager, bien sûr, aussi un vieillissement actif, leur vieillissement actif ainsi que la qualité de vie. Et nous devons bien sûr aussi considérer le vieillissement comme un aboutissement social et garantir que nous tous puissions vieillir bien, en santé. Cette perspective veut dire qu'il faut changer de mentalité, lutter contre l'exclusion et contre les inégalités ainsi que contre la discrimination et l'agisme. Nous devons prendre en compte des éléments tels que la race, l'ethnicité, le genre, la sexualité, le territoire, le statut socio-économique ainsi que le contexte culturel. Dans cette situation, nous devons soutenir les aînés à partir d'une approche collaborative. Nous devons partager les connaissances, apprendre des bonnes pratiques des uns et des autres et bien sûr encourager la participation active en utilisant des processus participatifs. Tout cela depuis une perspective globale, encore une fois. Et nous devons reposer sur l'expérience, miser en faveur de la collaboration, développer des instruments ainsi que des cadres réglementaires qui puissent s'avérer utiles. Il nous faut des mécanismes d'évaluation, évaluer ce que nous faisons. Tout cela sera utile afin d'évoluer, de faire des progrès dans la participation, améliorer la gestion et garantir la stabilité des actions entreprises. Cette session plénière numéro 4 va reposer sur comment renforcer le soutien entre pairs et la collaboration. On verra des expériences de différents endroits du monde qui ont une capacité de mobiliser les communautés et qui ont un engagement, qui font preuve d'engagement. Dans cette section, on pourra connaître de première main différentes initiatives
différents territoires. Et voilà, on aura aussi l'opportunité de partager nos expériences. Des conférenciers venus de l'Australie, du Brésil, de l'Espagne, du Guipuscoa concrètement, de l'Irlande, du Mexique aussi. Et voilà, qui viennent de différents contextes culturels et géographiques. Cette session nous va permettre de voir comment on peut transformer nos territoires et comment renforcer la participation des personnes âgées dans les processus de prise de décision et comment développer tout cela et mettre en œuvre différentes actions. Voilà, l'expérience nous montre que même si nous sommes dans des contextes différents, il nous faut un engagement collectif. Et c'est un élément qui est essentiel pour renforcer des communautés résilientes qui peuvent répondre aux défis et aux opportunités de nos sociétés qui vivent plus longtemps. Et maintenant, voici nos conférenciers. Kathleen Brasher est la première. Alors, quand vous voulez. Buenas tardes, Arrachelte. Arratsaldeon, ça veut dire bon après-midi en langue basque. C'est un plaisir d'être ici cet après-midi pour parler de la coopération entre pairs et du soutien qui est un élément critique essentiel dans notre travail. Alors, ce ne sont pas mes diapos. Désolée, je m'appelle Kathleen Brasher. Number one. Yes. Yeah. Lovely. Thank you. C'est parfait. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par décrire le contexte dans lequel je travaille. Et je vais décrire aussi le travail que j'ai développé dans la région de Victoria. Moi, j'habite au sud de l'Australie, la région où je travaille et où j'habite, à la taille du pays des Galles. Et je dis bonjour aux gens du pays des Galles qui sont présents dans la salle avec une population similaire à celle de l'Islande. Alors, les communautés sont dispersées. Nous avons beaucoup de différentes petites communes, des petits villages. Nous sommes entourés par les Alpes. Nous les appelons les Alpes. Mais bon, c'est vrai que la montagne la plus élevée ne fait que 2000 mètres. Mais c'est vrai qu'on peut y faire du ski. C'est une région agricole. Nous avons même des industries vinicoles dans la région de viticulture. Et nous avons aussi beaucoup de fermiers. Et voilà. Et très bien, et souvent ce sont des régions en déclin. 42% de la population a plus de 55 ans, 55, mais et ça inclut aussi des personnes des Premières Nations qui ont une espérance de vie plus petite. Et c'est vrai que voilà notre espace dans la région de Victoria. Et c'est vrai que pendant mon travail, c'est sûr que la région a été soumise à différents événements qui viennent du changement climatique. Nous avons eu beaucoup de feux d'incendie dans nos forêts à plusieurs reprises. Oui, et cela a provoqué des pertes énormes en termes d'infrastructures et c'est sûr que cela ensuite a été suivi par des inondations qui ont été aussi très graves. Oui, c'est sûr. Et ensuite, bien sûr, comme tous, nous avons souffert le Covid, le coronavirus. Voilà, nous avons souffert tout cela. Et moi, je voudrais parler de l'un des projets d'une initiative en Northeast Victoria. On a voulu
intégrer les travaux, les activités de soins. On a voulu que tout le service communautaire et de santé travaille ensemble afin de donner des soins à la communauté directement. Et là, on travaille, par exemple, du point de vue aussi des soins palliatifs. Et voilà, nous avons créé un cadre des 4 M, on l'a appelé comme ça, et cela a été co-conçu par une quinzaine d'experts, une vingtaine de personnes âgées, d'aînés. Et nous avons aussi du financement qui vient du gouvernement fédéral. Et on a voulu encourager la population à utiliser ce cadre que nous avons défini. Et comment avons-nous réussi à engager la population? Nous avons organisé des ateliers, une soixantaine de personnes ont participé pour sensibiliser concernant les services sanitaires, des ateliers très intéressants où le but était d'attirer le plus grand nombre possible de participants, que ce soit des groupes représentatifs. Il s'agit de parler des soins. Il nous faut des outils de communication. Il a fallu traduire tout ce cadre dans des conversations à pouvoir maintenir avec nos collègues, nos amis, les membres de notre famille, les personnes qui travaillent dans les services socio-sanitaires. Nous avons commencé par développer ce cadre avec du financement du gouvernement, de l'État central. Il y a aussi une organisation philanthropique. Grâce au financement, on a pu concevoir des outils pour travailler dans les soins primaires. Notre service se base dans un seul hôpital. La totalité des services sont centralisés, mais on a travaillé avec d'autres associations. On a créé un groupe de conseil avec des représentants locaux, des représentants des aînés, des conseils communautaires, des groupes indigènes et aussi des individus. Et ce que nous avons fait a été d'essayer de coopérer, collaborer pour travailler ensemble entre les services communautaires et les services sanitaires pour prendre en compte la totalité de la communauté. Notre travail était complexe. C'est vrai que tout n'a pas été facile. Il y avait une perte de contact avec des éléments, des organisations de la communauté avec qui nous n'étions pas en contact. Mais il y a eu aussi des choses qui ont bien marché, bien sûr. Mais cela nous a permis de pouvoir comprendre en profondeur et connaître la totalité de la communauté. Et on a vu que la communauté pouvait s'unir, se rallier, s'engager. Il y a un site web, je vous invite à le consulter. Vous avez aussi un QR code. Et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Thank you, Kathleen. Merci beaucoup, Catherine. Merci. Et maintenant, Leandra Del Ponte, en tant que parlementaire et gestionnaire, vous occupez un rôle essentiel dans les personnes âgées au Brésil. Pouvez-vous partager avec nous l'histoire des mouvements politiques et réglementaires qui ont été stratégiques au Brésil et qui ont aussi contribué à améliorer la situation dans certains États du pays? Buenas tardes a todos y a todas. Bonjour, bon après-midi. Quel honneur appartenir à ce panel dans ce congrès mondial avec des représentants issus des régions de partout dans le monde. Je m'appelle Leandro Del Ponte, je suis député fédéral
au Brésil. J'ai été aussi la première secrétaire des politiques visant les personnes âgées dans l'État du Paraná. Le Paraná est un gouvernement sous-national. Je voudrais commencer par une grande conquête qui est celle de transformer les soins des personnes pour que ce soit considéré un droit essentiel et que ce soit le devoir de l'État. Et tout cela grâce à une loi nationale approuvée en 2024. C'était un moment historique, un jalon important dans notre pays. Le Paraná est un gouvernement sous-national, je l'ai déjà dit. Dans la région du sud du Brésil, 399 municipalités et une population de 12 millions d'habitants. Depuis l'année 2018, le Paraná a été une référence dans le réseau de villes et de communautés amies des aînés. Le Paraná est un État du Brésil. L'État du Brésil avec le plus grand nombre de villes et communautés engagées avec cet agenda. En 2025, le Paraná a été le tout premier État en Amérique du Sud certifié par l'OMS en tant qu'État ami des aînés. Chez nous, au Paraná, nous avons 1,8 million de personnes âgées. En 2022, on voyait une évolution, un accroissement de 72% entre le nombre de personnes âgées de 80 ans versus comparé avec le recensement de l'année 2010. À partir de l'année 2027, le Paraná aura plus de personnes de plus de 60 ans que des enfants de moins de 14 ans. Alors, dans cette situation, il faut se poser la question suivante. Sommes-nous prêts, sommes-nous préparés pour vivre aussi longtemps? Sommes-nous préparés pour prendre soin de la population? Le Paraná est le seul État du Brésil ayant une structure de gouvernance politique pour les aînés, des politiques robustes et solides. Cette structure est intégrée par 3 piliers. Et le secrétariat de l'État joue un rôle essentiel. Ensuite, nous avons le fonds de financement. Les fonds, l'argent vient du gouvernement de l'État vers les communes. Ensuite, il y a un conseil pour superviser les droits des personnes âgées. La totalité des communes, des municipalités ont un fonds et un conseil municipal pour les droits des personnes âgées qui garantit la participation et aussi la fiscalisation sociale. Les politiques publiques ont besoin de financement. Lors des 4 dernières années, plus de 16 millions de dollars du gouvernement de l'État du Paraná ont été consacrés, destinés aux fonds municipaux pour les personnes âgées. Plus de 39 millions de dollars ont été consacrés à la construction et à la rénovation d'immeubles, de centres communautaires, des centres de jour, des EHPAD et des complexes sociaux. Lors de ces 4 dernières années, nous avons pu créer un cadre légal innovant et pionnier au Brésil. Le voici représenté sur l'écran. Mais je voudrais souligner aussi la mise en œuvre du programme Paraná Ami des aînés. Et aussi la réglementation, les subventions pour les membres des familles, de la famille qui agissent en tant que soignants. On a commencé par approuver une loi, par créer le programme Paraná Ami des aînés. Et tout cela s'est transformé dans une politique d'État. Sur cette base, nous avons structuré les différentes actions autour de 3 piliers. Les soins fournis aux personnes âgées, renfort
le renforcement soutien des membres de la famille et la préparation des villes. Le but étant de promouvoir le vieillissement actif en bonne santé, mais aussi il faut prendre soin des soignants, s'occuper d'eux. Notre programme, il est pleinement en ligne avec les 8 domaines proposés par l'OMS pour les villes, concernant les villes, amis des aînés. Mais nous avons voulu aller au-delà et nous avons incorporé encore un autre axe stratégique qui est celui des soins. Face au vieillissement de la population, cela ne suffit pas de préparer les villes. Il faut aussi garantir qu'on va soigner, qu'on va s'occuper des personnes âgées en situation de dépendance et qu'on va aussi valoriser et s'occuper des soignants, de ceux qui les prennent en charge. Voilà pourquoi on a créé un registre des soignants, des dons familiers, ainsi qu'une subvention économique pour soutenir les familles. Les soins sont un défi et il faut être innovant dans les politiques publiques. Aujourd'hui, le défi le plus important est d'aller sur les territoires avec cette stratégie, là où la population habite. Voilà pourquoi le gouvernement de l'État est en train de soutenir les communes, les municipalités dans le processus de mise en œuvre. On a commencé par établir un diagnostic sur le territoire pour connaître cette population âgée. Pour cela, nous avons utilisé le IVC25 afin de stratifier la population en fonction de leur niveau de vulnérabilité et de leurs besoins en termes de soins. Chaque commune va élaborer un plan d'action qui repose sur les 8 axes proposés par l'OMS. Nous avons aussi créé un guide pratique afin de faciliter la mise en œuvre. Il y a une incitation importante et c'est que les municipalités certifiées seront prioritaires en ce qui concerne les investissements, peut-être. Voilà, les investissements de l'État pourront être prioritaires. On a transformé l'engagement pour que cela devienne des actions concrètes ayant un impact réel et concret sur la vie des personnes. Nous avons aussi créé un portail afin de donner des informations aux communes, aux équipes techniques et aux individus. Comme ça, nous avons pu promouvoir la transparence. Les villes faisant partie du programme peuvent bénéficier aussi du soutien technique et financier du gouvernement. Le Paraná a créé un cadre réglementaire et normatif pour que les programmes deviennent des réalités. Après plus de 4 années de travail, après l'investissement de 50 millions destinés à la promotion de l'autonomie et de la protection, ainsi que l'inclusion des personnes âgées, chaque action répond à un objectif commun qui est celui de garantir le respect, la dignité, la participation et la meilleure qualité de vie possible pour les aînés. Les lois nous permettent de s'assurer que les droits soient respectés. Les politiques vont transformer les réalités et les soins transforment les vies. Merci beaucoup. Gracias, parlamentaria. Merci. Maintenant, nous allons passer la parole à Maite Peña. Guipúzcoa présente un réseau consolidé de villes et communautés amies des aînés. Quels sont donc les facteurs que vous considérez fondamentaux pour renforcer la coopération entre les services sociaux locaux, l'assistance aux aînés et
au travers d'organisations communautaires et au travers des gouvernements locaux en assurant une collaboration participative à l'endroit des aînés. Eskerrik asko. Arratsalde on guztioi eta ongi etorri Gipuzkoara. Benetako plazerra da eta orea. Bonjour à tous, bienvenue à Guipúzcoa. C'est un véritable plaisir et un honneur de vous accueillir tous ici, vous qui venez des 4 coins du monde. Nous sommes convaincus qu'au cours des prochains jours, nous partagerons de nombreuses connaissances. Ce sera sans doute une occasion unique pour apprendre ensemble et pour aller vers une société plus juste pour tous. Et pour nous, c'est également un honneur de vous accueillir ici dans le cadre de ce congrès. Ces jours-ci, le monde entier a les yeux rivés sur Guipúzcoa. Il est donc vraiment gratifiant d'être venu ici pour vous rencontrer face à un éventail aussi divers d'experts, professionnels d'organisation et de territoire. Ce 3e congrès mondial est le fruit d'un important travail, mais c'est aussi une reconnaissance à la transformation que nous menons sur notre territoire depuis quelques années. De ce fait, en Guipúzcoa, nous avons mis les bouchées doubles, car le défi qui se présente à nous est immense. Et de surcroît, il s'agit d'un défi qui nous interpelle tous, qui nous concerne tous. Le vieillissement de la population, l'allongement de l'espérance de vie, les cas de dépendance de plus en plus nombreux, les défis liés à la santé mentale, l'émigration, la lutte contre les inégalités, la solitude ou encore la nécessité de bâtir des communautés solides et solidaires qui changent et qui évoluent très rapidement. C'est pourquoi nous, en tant qu'organisation, nous devons être capables de réagir au même rythme. C'est pour cette raison que ce type de rencontres sont si importantes. Les réalités de nos territoires peuvent différer, mais un bon nombre de nos défis sont communs, sont partagés. Et c'est pour cette raison qu'échanger des connaissances, nouer des alliances et apprendre les uns des autres est essentiel afin de construire des réponses à l'avenir. Comme vous avez pu le constater, Guipúzcoa est un petit territoire situé au nord du Pays basque. Ce territoire compte environ 730 000 habitants. Mais avant tout, nous sommes un territoire marqué par une forte tradition de communauté, de coopération et de solidarité. Un territoire qui, depuis toujours, a considéré le bien-être comme une entreprise collective. Et c'est précisément le point de départ de la démarche que nous souhaitons vous présenter. Ces dernières années, nous avons engagé une profonde transformation des politiques sociales et des soins. À présent, nous ne voulons pas simplement créer davantage de ressources. Nous souhaitons transformer les soins et la prise en charge et l'intervention publique. C'est là l'essence même de notre agenda 2030. Nous avançons vers un modèle fondé sur la personnalisation, la prévention et la qualité de vie. Un modèle qui place la personne au centre. Un modèle qui respecte les souhaits, les priorités, les capacités, les projets de vie de tous les individus, mais aussi un modèle étroitement lié à la communauté, car nous entendons que les soins ne relèvent pas de la seule responsabilité des institutions, car il s'agit avant tout d'un engagement partagé entre les administrations publiques, les professionnels,
tiers secteur social, les familles et la communauté. Et pour mener à bien cette transformation, nous nous sommes appuyés sur 4 idées principales. La première, la gouvernance collaborative, car les grandes transformations ne peuvent pas être menées par une seule organisation. Deuxième pilier, l'expérimentation, car il faut tester afin d'apprendre et d'améliorer les réponses. Le troisième élément serait la mise à l'échelle afin de pouvoir étendre ce qui fonctionne à tout le système. Et quatrièmement, l'évaluation pour savoir ce qui fonctionne bien, ce que nous devons améliorer, quel est l'impact que nous générons. En définitive, le modèle de Guipúzcoa est un modèle fondé sur les individus, le bien-être global, la communauté et l'innovation. Il s'agit d'un modèle tourné vers l'intérieur, à l'écoute des besoins de nos villes, de nos quartiers, mais c'est aussi un modèle tourné vers l'extérieur. Il s'agit également d'un modèle connecté, relié au monde. Ces dernières années, nous avons tissé des réseaux solides avec divers territoires en Europe, comme c'est le cas de Lisbonne, Dublin, Vienne, Malte, le Danemark, la Belgique, Singapour, la Thaïlande et Madrid, avec lesquels nous avons partagé des expériences pendant les jours à venir. Nous continuerons à étendre ces réseaux et renforcer ces réseaux, car le défi auquel nous sommes confrontés est trop important pour que nous puissions les relever seuls. C'est pourquoi l'intitulé de la séance plénière d'aujourd'hui ne pourrait être plus approprié. Renforcer l'entraide et la coopération. Nous avons appris énormément de choses ces jours-ci, mais je suis également convaincu que vous rapporterez dans vos territoires respectifs les informations concernant le travail que nous menons ici à Guipúzcoa, car en fin de compte, nous partageons un même objectif. Nous vivons de plus en plus longtemps et nous voulons vivre de mieux en mieux. Et c'est pour cela que nous avons le besoin de construire des villes et des communautés accueillantes pour tous, dans des environnements qui favorisent des liens intergénérationnels et dans des sociétés où tout un chacun puisse mener à bien son projet de vie. Et je tiens, pour clore mes propos, à remercier l'Organisation mondiale de la santé en tant que principale promotrice et partenaire de ce congrès, et ainsi qu'à toutes les organisations qui ont contribué à son organisation, et bien sûr à tous les professionnels, experts, représentants qui y ont participé. Merci d'avoir choisi Guipúzcoa, merci de partager avec nous vos connaissances et vos expériences, et merci de continuer à construire un avenir plus ami de tous. Merci. Gracias. Gracias, Maïté. Merci, Maïté. Maintenant, nous passons la parole à Dara McGuigan, l'Irlande. Oui, où est Dara? Oui, Dara, oui. Michel alors? Bon, Michel. Zapopan ha desarrollado mecanismos a développé des mécanismes communautaires de co-responsabilité au travers de DIF, du comité techno du Conseil de ville amie des aînés, visant l'amélioration de la qualité de vie des aînés. Et donc, à partir de cette perspective, quels sont les éléments que vous considérez essentiels pour mobiliser les gouvernements locaux de la municipalité et des personnes âgées autour d'un agenda partagé avec des responsabilités spécifiquement définies? Buenas tardes a todas y a todos. Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci d'être ici. Merci à
Adif Zapopan. Tous les jours, nous rencontrons des individus extrêmement solidaires et collaboratifs. Je vais débuter cette présentation avec une vidéo. Ahí está. Quienes nos cuidaron, con atención médica de calidad al alcance. Avec une assistance médicale de qualité à la portée des aînés, services de podologie, cardiologie, avec un département de rééducation, service post-chirurgical, thérapie pour des lésions musculo-squelettiques, car nous savons que le plaisir et le divertissement sont très importants. Des activités catch-ball, basketball, le billard, la loterie, domino, les jeux d'échecs et Zumba. Nous avons également des chorales, littérature, et l'utilisation de technologies. Pour plus d'informations, appelez à ce numéro qui s'affiche à l'écran. Ahí está, por si alguien se da una vuelta a Zapopan, ya saben. Donc, si vous venez à Zapopan, vous savez où vous inscrire. Donc, voici la commune de Zapopan qui est au Mexique et dans l'État de Jalisco. Nous sommes membres du réseau des villes et amis des aînés depuis 2018. Nous avons donc été la première ville au Mexique à rejoindre ce réseau. Zapopan est le moteur économique, sportif et culturel du Mexique. Nous avons 1,6 million d'habitants et 12% de ces habitants sont des personnes âgées. Donc, c'est notre cadre de référence et c'est ainsi que nous abordons les politiques publiques et toutes les initiatives que nous menons dans ce domaine. Nous avons deux comités. D'une part, le conseil consultatif de Zapopan, ville amie des aînés, et l'autre, le comité technique de Zapopan. Le conseil consultatif rassemble les universités, la société civile et bien sûr les aînés. Le comité technique est constitué de fonctionnaires publics, c'est le gouvernement. Ils ont un représentant des différents, il y a un représentant des différents départements de la ville. Et il y a un autre élément qui est pertinent, c'est qu'au Zapopan, nous avons constitué 86 clubs communautaires. C'est ainsi que nous appelons. Donc, pour tout le territoire de Zapopan, nous avons 86 groupes, clubs, qui rassemblent environ 50 aînés. C'est-à-dire, ce sont des réseaux importants de voisins qui se réunissent, qui s'écoutent et qui ont donc versé beaucoup de larmes, mais qui ont également célébré leurs réalisations et leurs acquis. C'est un réseau de soutien très important. Ce qui me paraît très important, c'est qu'il y a dans tout cela des leaders communautaires. Il y a le chef de file qui va défendre les droits des aînés, qui va visiter ceux qui sont malades, qui va accompagner ceux qui ne sont pas très en forme. Mais ce chef de file ou ce leader est un peu la liaison entre nous et les aînés. Ces mécanismes formels de participation nous permettent d'aboutir à des rôles et des engagements. Il y a des engagements fermes de la part du comité consultatif et du comité technique ainsi que des clubs. L'aspect le plus important de cela, c'est l'écoute active. Pour que vous ayez une idée, moi, j'anime les deux comités. Donc, moi, mon travail consiste à visiter chacun de ces clubs. Je vais avec eux, je prie, je participe à leurs festivités, je m'assois avec eux, je discute avec eux et je les écoute. Car ils vivent la ville et la ville va vieillir à leur côté. Nous ne pouvons pas
prétendre que les décisions soient prises par les élus dans leur bureau. Il faut devenir donc une ville amie des aînés. Pour ce faire, il faut les écouter. Les aînés sont nos yeux. Et donc, il s'agit simplement de jouer avec eux, de discuter et attendre que quelqu'un dise « Présidente, nous n'avons pas de lumière. Il y a des lampadaires qui ne fonctionnent pas, etc. » Et il faudra donc envoyer cette information, ou que, par exemple, les bancs ne sont pas adaptés aux aînés, par exemple, ou que les fauteuils roulants ne peuvent pas accéder à certains bâtiments, des questions liées à la sécurité. On me dit souvent, nous ne pouvons pas passer parce que les voitures ne s'arrêtent pas et c'est pour cela que donc il y a des passages cloutés qui sont installés pour que ces personnes puissent circuler librement sans danger. Et que devons-nous faire en tant que gouvernement? Il faut les écouter et je tiens à dire que nous avons une approche partagée de la ville. Je viens de vous présenter une vidéo du Centre métropolitain des aînés. C'est un club de journée. Dans ce centre vient d'être rénové entièrement. C'est un espace agréable avec des espaces verts, des salles de sport, etc. Vous l'avez vu, il y a environ 68 activités qui se déroulent pendant toute la journée. Nous avons donc la santé, nous avons également des domaines d'activation, développement, l'intégration communautaire et un autre département ou un autre domaine très important, c'est celui de la promotion et protection des droits des aînés. Car nous avons une délégation pour la protection des plus petits, mais nous avons également souhaité créer un domaine de protection et de promotion des droits des aînés, car ces aînés subissent souvent des sévices ou des attaques et il faut absolument être là pour les protéger. En tant que gouvernement, les aînés doivent, et nous pensons que c'est très important, qu'ils assistent à ces réunions que nous organisons dans la ville. Nous avons donc des transports spéciaux pour que ces personnes puissent assister à le centre pour les personnes âgées. Ce jour-là, c'est un jour de fête pour eux et ils quittent leur maison et ils vont donc assister aux activités du centre métropolitain de l'aîné. Ces personnes peuvent prendre leur petit déjeuner, peuvent déjeuner et il y a des gens qui terminent qui s'inscrivent à des stages, à des formations, il y a beaucoup d'aînés qui également ont accès aux réseaux sociaux et qui peuvent donc suivre les informations. Et en termes d'infrastructures, nous avons un cluster de santé, des salles polyvalentes, un auditoire, une salle de jeu. Nous parlons beaucoup de toutes les connaissances qui vivent les adultes, qui, s'ils ne sont pas gravés, enregistrés, nous sommes en train d'enregistrer des épisodes avec des histoires qu'ils doivent raconter et l'expérience est incroyable. Il y a un atelier de littérature et ce que nous ne voulons pas l'oublier et que cela soit enregistré. Et pour en revenir à la promotion et protection des droits, dès l'ouverture de ce centre, nous avons assisté 353 dossiers, des cas de manque de soins, d'abandon. C'est très triste de voir ce qui se passe et la famille souvent n'a pas la possibilité de s'occuper d'eux. Et il y a donc
on va les assister. Il y a des démarches de soutien. Nous allons également les aider avec leur démarche pour faire les testaments, par exemple. Et il faut les aider à faire tout ce qui a trait aux démarches qui ont trait à l'accès aux soins. Également, dans cette rubrique de promotion et protection des droits, nous avons la enseignement familier. Nous les aidons à voir qui va à se nourrir, parce que ces personnes ne peuvent pas s'organiser. Ils ont besoin d'assistance et quand nous avons donc ce type de conseil qui est pour la famille, nous observons d'importants changements dans le quotidien de ces aînés. Il y a des évaluations psychogérontologiques, gestion émotionnelle, également des intégrations dans des EHPAD. C'est ce que nous faisons à Zapopan. Nous vous invitons à venir voir ce que nous faisons. Nous vous invitons donc à Zapopan, à la région de Jalisco, au Mexique. Merci beaucoup de votre attention. Gracias. Very nice. Très bien. Maintenant, nous allons passer la parole à Dharma Kaikan de l'Irlande. Il est à la tête de énormément d'institutions qui vont défendre les aînés. Donc, quels sont les enseignements que vous pourrez partager avec nous en matière de coopération entre les villes pour prendre soin des aînés? Okay. Buenas tardes a todos. Bonjour à toutes et à tous. Je me rappelle Dharma Gigan. Désolé. Je ne pouvais pas accéder à ma présentation. Il y avait un petit souci technique. Je travaille avec l'Irlande Amis des aînés. C'est un service du gouvernement local qui soutient le déploiement de nos programmes pour nos aînés. L'Irlande est une petite île qui se trouve très près de l'Europe et qui fait partie de l'Union européenne. Nous avons donc une population d'environ 900 millions d'habitants. Nous aurons à la 16% de nos populations qui va atteindre plus de 60 ans. Dans une dizaine d'années, ce sera le double. Donc, tous ceux qui habitent dans l'île vont donc avoir besoin de programmes d'assistance. Voici nos structures. Nous avons des services partagés avec le gouvernement local, c'est-à-dire qu'une autorité locale assume des responsabilités pour coordonner les différents services au nom d'autres. Et le conseil va travailler en matière de logement, de recrutement, de gestion financière et d'autres services qui vont recouvrir tout le pays. Nous avons 4 programmes actuellement. Nous avons le programme principal qui est le programme de communauté Amis des aînés depuis 2009. Et ce programme existe dans toutes les communes. Après, nous avons un autre programme de logement Amis des aînés. Nous avons également un programme technique qui soutient et qui va former les urbanistes, les architectes qui travaillent à nos côtés. Et nous avons également un programme de communication qui
nous permet de soutenir les autres programmes. Nous ne sommes pas un service centralisé, nous sommes un service partagé. Le pays est divisé en 6 différentes régions et moi, je travaille au sud-ouest dans la partie jaune et moi, je travaille pour 8 communes et je travaille également aux côtés de mes collègues qui travaillent dans les autres régions. Nous avons également un responsable thématique pour chaque domaine. Moi, mon domaine, c'est l'échange international. Donc, moi, je suis le contact avec le réseau des villes et communautés amis des aînés. J'ai pensé que ce que nous pourrions faire cet après-midi, c'est passer en revue le parcours réalisé en Irlande au fil des dernières années. Lorsque le docteur Karachi hier a mentionné le fait que 25 villes ont participé à l'étude, ma ville était l'une de celles-ci. C'est de ces 25 villes qui ont participé à cette étude. Quelques années plus tard, donc, nous avons créé un autre réseau, Aging Well Network. Et après, nous avons commencé avec la région la plus petite de l'Irlande. Et petit à petit, nous avons élargi ce programme aux 31 régions ou comtés du pays. Nous avons travaillé en collaboration avec le réseau mondial et nous avons été les hôtes du premier congrès de villes et amis des aînés en 2011 à Dublin. Et en 2013, nous avons publié la déclaration de Dublin pour les villes et communautés amis des aînés. En 2014, nous avons créé notre organisation, telle que nous la connaissons aujourd'hui, qui s'appelle Age Friendly Ireland. Et en 2017, les programmes ou toutes les structures couvraient tout le pays. Et nous avons également créé ce que nous appelons le service partagé. En haut à droite, vous avez une photo de la cérémonie lors de laquelle l'Irlande a été reconnue comme le premier pays affilié du réseau. Nous nous sentons très fiers de nos réalisations, mais nous tenons à reconnaître également l'importance des partenaires qui travaillent au sein du réseau. Je n'ai pas beaucoup de temps, c'est pour cela que je ne veux pas entrer dans trop de détails, mais par la suite, je tiens à vous parler de nos activités. Qu'est-ce que nous faisons ? Tout d'abord, nous allons voir les pays avec lesquels nous collaborons, qui sont venus nous rendre visite. Nous avons eu la Finlande, l'Australie, la Norvège, le Portugal et l'Irlande du Nord. L'Australie est très loin, mais ils sont venus l'année dernière nous voir. Et nous demandent également qu'on les visite pour échanger des expériences. Et voici quelques pays que nous avons visités pendant les 5 dernières années. Voilà, mais comme vous pouvez apprécier, il y a un mélange de présentations, visites, pour tout simplement essayer de parler de nos différents programmes et de leur création. Et c'est vrai que là où nous ne pouvons pas nous rendre, nous sommes très heureux de donner notre soutien en ligne. Oui, nous sommes très heureux de tisser des liens, par exemple, avec le pays de Galles, qui sont en train de voir s'il peut y avoir des synergies entre nos deux organisations et voir comment travailler mieux. Du point de vue des ressources, la totalité de notre ressource apparaissent ici. Voilà les sites web où on peut les consulter. Et dans ce contexte, nous avons aussi des publications en bas et voilà, et je vous invite à venir nous voir. Pour vous donner un exemple, l'année dernière, nous avons reçu un email de Samuel et
Et alors, à partir de ce moment-là, on a commencé aussi à travailler avec Dolores, Ana Dolores, de Facopan, par exemple, du Mexique. Et je sais que Facopan récemment vient de lancer leur stratégie. Alors, félicitations, Facopan. Et bonne chance, bon courage. Alors, en tant que conclusion, je vous dirais que l'expérience de l'Irlande, dans le réseau global, notre expérience a été très positive. Espérons pouvoir continuer à travailler ensemble et aussi pouvoir soutenir d'autres pays affiliés. Voilà le but. On veut aller vers un objectif commun pour avoir un monde plus amiable pour les aînés. Merci beaucoup, Dara. Agustín Martínez Molina. En tant que l'un des idéologues, pouvez-vous nous parler de votre expérience vis-à-vis de l'organisation d'un congrès comme celui-ci? Et quel est le potentiel de cet événement pour orienter les politiques vers des politiques qui favorisent les villes amies des aînés? Dites-nous. Bon, voilà. C'est vrai qu'avec le temps, à chaque fois que j'écoutais Amberit, les mots de Amberit m'ont fait sentir très bien. Pour moi, c'est un honneur d'être le président, vice-président. Je gagne beaucoup plus que ce que j'ai donné. C'est vrai que je vous ai envoyé, j'ai répondu à beaucoup d'emails dernièrement. Et quel plaisir maintenant de vous connaître. J'ai la responsabilité de dire merci à plus de 77 personnes qui ont contribué de manière directe. Merci. Plus de 77. Ah oui, même plus. Il y en a d'autres qui n'ont pas été inclus sur la liste. Javier Salazar, par exemple, le responsable des contenus de IMSERSO. Par exemple, je vois aussi Begonia et Patty et des gens du comité scientifique, Margaret, Aina. Une énorme liste de personnes à qui je dois dire merci. C'est vrai que nous avons investi beaucoup de temps pour essayer d'organiser ce congrès de la meilleure manière possible. Et merci aussi à l'IA, à l'intelligence artificielle, qui représente le numéro 78. Oui, on peut applaudir à l'IA aussi. L'IA ne demandait rien, ni café, ni pause, ni repos. J'ai utilisé différents logiciels de IA, obéissants, patients. Je crois que ça a été assez utile. J'ai demandé à l'IA de se décrire elle-même et de nous dire comment elle se sentait après tout ce boulot. Bon, voilà ce que l'IA nous a donné. Alors, pour essayer de répondre à la question de Sandri, qu'est-ce que nous avons appris tout au long de ce congrès? Et ce congrès a une dimension internationale. C'est vrai que nous n'avions pas l'habitude ni du point de vue académique. Bon, c'est vrai que du point de vue académique, j'ai l'habitude d'assister à des congrès. Mais ici, nous avons eu des autorités, des techniciens, des chercheurs. Un congrès très spécial. Vous êtes un groupe de personnes spéciales. Ce n'est pas le congrès typique où les 700 personnes sont similaires, tous académiciens, tous techniciens. Non, une énorme variabilité de personnes qui avaient fait un énorme effort pour être ici. Merci. Nous tous sommes ici pour contribuer avec une approche interdisciplinaire. Chez nous, à IMSERSO, depuis 2010, nous travaillons avec l'OMS. Nous voulons soutenir ce mouvement à échelle nationale. En 2026, nous sommes presque 300 communes adhérées, membres du réseau. Et depuis l'année dernière,
grâce à l'offre de l'OMS, nous avons décidé d'accepter le défi d'organiser ce congrès. Qu'est-ce que j'ai appris en particulier? Et c'est ce que vous pouvez voir en bas de l'écran. Oui, les 8 domaines de la OMS sont là. Il faut travailler avec ces 8 éléments différents. Moi, je suis enseignant professeur de méthodologie à l'Université de Madrid. Et en concret, j'ai surtout travaillé dans les éléments techniques. Et non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international, il y a eu tellement d'exemples tels que Farpopan. Oui, concernant tout ce que l'on peut faire, il y a des professionnels partout dans le monde. Maintenant, il faut encourager toutes ces interventions, les spécialiser pour améliorer et ensuite aussi, bien sûr, les évaluer correctement. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a différents processus pour évaluer ces interventions. La plus connue est celle développée par les collègues Johnny Just de l'Université de sciences appliquées. Un exemple. Oui, voilà, les 8 domaines de l'OMS. Et eux, ils ont ajouté une dimension supplémentaire qui est celle de l'économie, qui n'est pas là. Mais pour eux, c'est important de l'inclure. Cette 9e dimension. Nous sommes en coopération, oui, parce qu'on l'a déjà dit lors de ce congrès. Et les outils sont là, répandus, surtout dans le monde anglo-saxon, mais ce n'est pas le cas ni en Espagne, ni dans d'autres pays hispanophones. Alors, on a commencé à établir des collaborations avec la totalité des universités, comme c'est le cas du Pays Basque, de l'université en Galice, en Catalogne, qui parlent d'autres langues pour adapter les 8 domaines. Nous travaillons aussi avec le Centre étatique d'autonomie personnelle, le FEAPAD, et on a aussi commencé à établir des collaborations avec le Costa Rica, le Chili, le Mexique, avec la Colombie, la République dominicaine et récemment avec l'Argentine. On va commencer à travailler avec eux tous étroitement. Quel est le défi devant nous pour les années à venir? Nous avons misé en faveur pour avoir des fonds, obtenir des fonds pour développer des plateformes ou intégrer les évaluations. Il est important de pouvoir comparer les évaluations des différents endroits en utilisant les mêmes mesures, des plateformes où l'on puisse connaître les agendas des mairies, les informations fournies par la population. Il faut aussi offrir des informations aux chercheurs, des informations de rigueur et pouvoir orienter les politiques publiques. Nous sommes déjà en train de développer une plateforme. Ça va nécessiter au moins 2 ans, mais nous la partagerons avec vous tous si vous le voulez pour qu'aussi bien les citoyens que les communes, que les chercheurs ou les administrations publiques puissent l'utiliser pour répondre à leurs besoins ou à leurs intérêts. Nous l'avons testé un peu. On est en train de tester quel est le comportement de l'information. Et là, vous pouvez voir à gauche comment nous avons catégorisé automatiquement les questions posées de manière standardisée. Il y a un certain accord entre les 8 domaines de l'OMS et les informations recueillies, mais ce n'est pas identique. La population pense d'une manière un petit peu différente lorsque nous voulons savoir qu'est-ce que c'est qu'une ville amie. Lorsqu'on pose la question, les gens parlent non seulement de 8 domaines, bon, mais peut-être ils vont se restreindre à 6, ou à ça, on peut le superstructurer en 3. Les gens pensent à des aspects matériels surtout, lorsqu'on parle de ce que c'est qu'une ville amie. Des aspects liés aux interactions personnelles, et seulement, et aussi aux services. La totalité de nos questions sont structurées dans ces 3 catégories. Il y a des modèles psychologiques orientés vers le marketing concernant comment considère-t-on la qualité dans un hôtel, qui répondent assez bien à
la réponse donnée par les gens lorsqu'il faut considérer si une ville est amie des aînés ou pas. Alors, on voit que on peut non seulement décrire le niveau des différents domaines de l'OMS, mais on peut aussi établir des rapports entre les 8 domaines et encore d'autres variables. Alors, je vous pose la question suivante. Réfléchissez. Nous, on vient de le calculer il y a 2 semaines. Sur les 8 domaines de l'OMS, quel est le domaine, l'axe qui est plus fortement lié ou étroitement lié à la gouvernance perçue? Par exemple, jusqu'à quel point on aime plus ou moins une mairie? Peut-être logement, transport, économie, respect ou services sociaux, participation sociale, participation civique, communication, espace public. Je vais vous le dévoiler et aussi le chiffre. Alors, les gens spécifiquement disent que tout cela porte sur la gouvernance municipale et tout cela va se concentrer dans les services sociaux. 30% des opinions portent sur la qualité de la gouvernance lorsqu'ils parlent des services sociaux et de santé. Est-ce que je reçois les niveaux dont j'ai besoin? Est-ce que je peux obtenir les bénéfices sociaux dont j'ai besoin? Voilà les questions typiques posées à la population. Et aussi la communication, oui, elle arrive très en haut. Et ça a attiré mon intérêt parce que ce facteur est intégré par seulement 2 questions. Et c'est quelque chose que nous tous aurions déjà appris. Et les questions nous disent seulement. Oui, c'est rédigé de manière accessible. Et on peut le lire dans une typographie qui est simple à lire. Voilà, c'est simple à lire et simple à comprendre. Alors, ces aspects simples sont sont importants aussi au moment d'évaluer une commune. Pour moi, c'est vraiment que ça m'a surpris. Et je dois dire la même chose concernant la solitude. J'ai parlé avec beaucoup de collègues de l'IMESERSO qui travaillaient dans ce domaine, Mercedes par exemple, et on disait, on parle beaucoup de solitude, mais on ne l'a pas quantifié et on ne connaît pas les effets lorsqu'on fait des interventions. Alors, quelle est la dimension qui est la plus reliée à la solitude? Alors, des réflexions plutôt matérielles, personnelles, ça se concrétise dans les services. Alors là, on parlait de respect. Il n'y avait que 2 questions concernant le respect. Et dans ce modèle, on parle de respect, mais il y avait des gens qui l'appelaient agisme. 14% par rapport à la solitude, oui, le fait de se sentir respecté, si on se sent respecté, alors on va ressentir 14% moins de solitude. Alors, la satisfaction dans la vie, quelle est la dimension qui est plus relationnée ou qui est plus liée au fait d'être satisfait dans sa vie? Dites-moi, laquelle? Notre collègue qui n'est pas là. Et je dois dire qu'il y en a 2. L'une, l'économie, la dimension économique, la perception, c'est-à-dire de savoir si j'ai assez d'argent pour satisfaire mes nécessités, ou je vis bien avec mes recettes. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres facteurs, mais ce facteur est très important. La participation civique également. La participation civique, l'interaction, agir entre générations, devenir un membre de valeur en la communauté. Donc, ce sont des relations substantives des 8 dimensions de la OMS. Donc, pour clore, quelques idées. Les villes ne se construisent pas
seul. Celui-ci doit se faire avec un certain respect en pensant aux soins. Il ne s'agit pas uniquement de mesurer les villes, car souvent nous voyons comment les villes peuvent prendre compte et soin des personnes. Merci beaucoup. Gracias, Agustín. Temos agora la... Merci, Agustín. Nous avons des questions une question pour les panélistes. Le progrès donc des villes et communautés amies des aînés dépend des politiques publiques, de l'aménagement urbain et des mécanismes qui entourent ces différents éléments. Et l'OS, la Convention interaméricaine qui protège les droits humains, et le procès qui va prendre soin des personnes âgées. En ayant ceci en tête, quel est votre avis par rapport aux instruments qui nous permettent de garantir les droits humains des aînés? Avances de las afiliações. Les avancées des affiliations au réseau des villes amies des aînés ne dépendent pas uniquement des pratiques locales, mais également de cadres réglementaires capables d'orienter les politiques publiques, le budget public, le aménagement urbain et les mécanismes de reddition de comptes. Nous avons au Brésil une loi fédérale. Nous avons également une convention aux États-Unis pour protéger les personnes aînées et l'élaboration d'instruments nationaux contraignants pour défendre les droits des aînés des Nations Unies. Quelles sont vos perceptions et vos avis par rapport à ces instruments dans la défense et garantie des droits humains des personnes des aînés qui vieillissent de façon précaire et inégale? Qui est-ce qui voudrait aborder ceci? Ok, parlamentaria. Las leyes son fundamentales. Les lois sont essentielles car elles transforment les nécessités en droits et assurent la continuité de programmes et d'actions qui vont changer la vie des personnes. Mais une politique sans investissement n'est qu'une promesse. Et c'est pour cela que les lois transforment les droits en garanties et les investissements transforment ces garanties dans une vie meilleure pour les aînés. Donc, il n'y aura pas de progrès sans investissement. Sí, un poco. Oui, je suis d'accord. En effet, les lois garantissent les droits et sans investissement public, je crains qu'il n'y ait pas de garantie. Mais certes, je constate parmi les différentes institutions basques qui sont ici dans la salle, je constate qu'en ce qui concerne le budget qui est attribué aux politiques sociales, ceci représente 50% des budgets des institutions. Donc, l'investissement est remarquable, mais je ne pense pas que ces subventions soient ou ces investissements soient suffisants pour relever les défis auxquels nous nous heurtons. Et bien sûr, les lois garantissent les droits. Et il nous faut absolument avancer dans la garantie des droits, la couverture des droits, mais également, il est indispensable de prévoir, de voir d'où viennent les défis et quels sont les défis auxquels nous heurtons le vieillissement de la population, non seulement garantir ou assurer les droits, mais également quels sont les types de soutien que nous allons
prêter pour défendre le droit. Mettre la personne au cœur des politiques va marquer toute la différence. Et moi, je suis donc pour la collaboration entre les différentes institutions, la collaboration avec la communauté. Je suis également pour la collaboration avec les individus, car à partir des institutions publiques et qu'avec un financement possible, je ne pense pas que nous puissions relever le défi du vieillissement et pour couvrir toutes les nécessités. Et à partir de là, il faut mettre en œuvre des expériences locales, à partir du local, à partir de la proximité. Et il me semble que tout cela est pertinent afin de pouvoir les évaluer, les exporter et les mettre à l'échelle, c'est-à-dire les porter à la catégorie de loi et que nous puissions ainsi aller vers une mentalité législative, vers les changements qui se produisent au sein de la société, des changements systémiques, mais également quelles sont nos attentes, comment souhaitons-nous assurer ces droits. Gracias, Maite. ¿Más alguien? Yo no podría estar más de acuerdo con las dos cosas. Et je suis tout à fait d'accord avec ces deux dernières personnes qui ont pris la parole. Tout est lié. Nous pouvons effectivement faire des efforts, mais s'il n'y a pas une loi qui légifère, tout ce qui va se faire va être va être passager. Parce qu'il n'y a pas de cadre légal qui pourrait permettre de faire participer les différentes générations. Et je crois qu'en matière de budget, je crois que le succès de Zapopan est dû au budget, qui est un budget généreux, afin que nous puissions avoir ce type de service. Le service de CEMAM nous essayons donc de voir quels sont les services qui vont vers les colonies. Nous souhaitons voir quelles sont les aides dont nous disposons. Nous pouvons donc recourir aux services sociaux, mais s'il n'y a pas de soutien économique de la part du gouvernement, ça pourrait devenir temporaire. Mais il faut donc avoir des députés qui puissent le mener par devant les congrès. Et les questions des agendas des aînés ne sont pas toujours en haut de la liste. Il faut exercer un certain degré de pression pour qu'il y ait un leadership. Merci. Je crois que les questions de droit, lorsque nous sommes face à l'ordre mondial et la reconnaissance mondiale des droits, nous sommes à un moment où il est extrêmement difficile d'entretenir des conversations sur les droits, l'égalité. C'est essentiel. Moi, ce que je crois, ce dont nous avons besoin, c'est de transformer ce langage. Il faut donc créer des droits, il faut pouvoir partager les histoires. Qu'est-ce que cela signifie pour les petites communautés? Comment transformer ce langage dans des conversations du quotidien auxquelles tous les individus participent? Je crois que notre travail consiste à essayer de déboucher sur un monde ami des aînés et que les aînés puissent rester chez eux dans leur respective communauté. Et je crois qu'il faut essayer de asseoir ces mesures et la base légale nous permet d'assurer cette stabilité. Merci. Nada, me recordaba mi unidad de coordinación de estudios,
fait penser au fait que nous sommes à un moment historique. Lors de ma première séance, lorsque nous avons rédigé la charte des droits des aînés, cette charte sera rédigée au mois de juillet. Et donc, nous avons une participation directe. Je suis sûre que nous allons compiler toutes les connaissances et les idées qui découleront de cette information. Nous avons le temps pour une question. Donc, toutes mes félicitations à vous tous. Il faudrait savoir ce que vous pensez par rapport aux inégalités et par rapport à la socialisation de la législation. Et c'est quelque chose qui nous a manqué par rapport à l'efficacité juridique afin de pouvoir protéger les droits des aînés. Mais il y a différents cas et différentes situations. De l'Université de Ramen, vous avez raconté des histoires extrêmement intéressantes. J'ai pris énormément de notes, mais je me pose une question. Si nous souhaitons relever le défi de Kathleen, c'est-à-dire si nous devons apprendre de nos échecs, si nous vous parlez de ce qui a été un succès, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui vous a déçu dans ce domaine? Qu'avez-vous appris? Merci. Yeah. The first question after the second. Première, une autre question? Oui, nous avons connu des échecs. Nous avons travaillé sur un territoire assez large. Il y a beaucoup de communautés qui présentent énormément de spécificités. Ils sont également très résilients. Ils ont des connexions personnelles. Il y a des gens qui travaillent, qui nous ont aidés, qui travaillent dans le domaine de la santé, mais qui ont joué différents rôles. Je crois qu'il y a une tension importante entre les demandes de financement et les différents jalons. Et lorsque j'ai réalisé l'évaluation de tout ce que nous avons fait, j'ai été choquée par les structures mises en place par l'université pour aller vers une bonne communauté. Ce n'est pas évident. Les gens veulent des résultats et je crois qu'il y a une tension, surtout quand il y a un manque de ressources pour les bénéficiaires et il faut voir comment est-ce que cela sera équitable. Ce que j'ai appris de tout cela, c'est comment être plus ouvert par rapport aux changements entrepris par les communautés pour qu'ils prennent en compte les éléments qui nous permettent de nous adapter et de prendre en compte la culture d'un lieu et pour essayer d'aller de l'avant de façon différente. Ceci prend énormément de temps et d'énergie. Nous avons dû éteindre de nombreux feux et nous avons dû agir rapidement pour subvenir aux nécessités des personnes. Nous avons dû travailler dur. C'est un défi énorme. And Maite, okay. I'll go next. Thanks, Secretary. Maybe not so much failures, but je ne vais pas m'arrêter trop sur les échecs, mais plutôt sur les défis. Notre programme est un programme local. Et étant donné que cela est animé par des gouvernements locaux,
Nous devons soutenir les programmes localement. Et le programme doit s'adapter aux différentes nécessités. Moi, je suis en quelque sorte un lien entre les sphères politiques et la mise en place au niveau local. Et nous, dans notre structure, nous sommes passés de 4 personnes en effectif jusqu'à plus de 100 et quelques effectifs à l'heure actuelle pour répondre aux défis et au travers de 3 programmes différents qui ne sont pas toujours en ligne. Il a fallu nous communiquer avec les différentes unités, les différentes autorités locales, nos leaders au niveau national et se réunissent tous les ans simplement pour partager des expériences, apprendre les uns des autres et se soutenir. Un autre élément majeur, mais c'est plutôt pour la recherche. Nous avons donc un accord de recherche avec l'université et c'est quelque chose dont nous avons besoin. Et nous prétendons ainsi utiliser les ressources et les connaissances que nous avons sur place, que nous apprenons des aînés pour essayer d'informer et d'avoir un impact sur les politiques nationales. Oui, nous avons eu des échecs, beaucoup d'échecs. C'est vrai que parfois, cela nous a servi à prendre de l'impulsion et améliorer les choses. Moi, j'ai appris 2 choses. Tout d'abord, j'ai appris à être plus exigeante et à me poser la question de savoir pourquoi dans les politiques sociales, ce n'est pas habituel qu'il y ait des échecs. Pourquoi? Peut-être parce qu'on n'évalue pas tout ce que nous allons investir dans les politiques sociales. On pense que ça va avoir une efficacité absolue. Non, ce n'est pas vrai. Un élément important pour nous a été l'évaluation ex-ante et après. Il faut tout mettre en question, avant, durant et après. Voilà ce que nous avons appris. Et aussi, c'est vrai qu'il y a eu des programmes qui ont échoué, par exemple, le programme intergénérationnel. Peut-être parce que le programme était très difficile. Ne parlons pas de la situation lors de la Covid, lors du Covid. Mais il y a eu aussi des échecs ailleurs, à d'autres moments. Et notre interprétation était qu'on avait échoué parce que peut-être on n'avait pas fait un travail de coparticipation préalable. Ça aussi est important. Alors, qu'ils soient les bienvenus, les échecs, parce qu'ils nous aident à améliorer et à ne pas penser toujours que tout est bien. Et aussi parce que cela nous aide à être exigeants vis-à-vis du financement public, exigeants vis-à-vis des résultats, exigeants vis-à-vis de l'amélioration de la qualité de vie des personnes. Et ensuite, lorsque les choses ne sont pas verticales, s'il y a au préalable un travail horizontal, alors ce ne sont pas vraiment des échecs, mais bon, ou plutôt des échecs momentanés. Et pour essayer de répondre très rapidement, oui, nous sommes en plein processus de révision réglementaire, législative à différents niveaux. Et je crois que nous devons garder à l'esprit comment le vieillissement est en train de changer, comment la longévité est en train de changer, quels sont les nouveaux désirs, les souhaits. Et n'est pas seulement... Et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas négliger. Par exemple, la solitude non souhaitée est un élément important. Là, on pourrait en parler pendant une journée. Nous n'avons pas plus de temps, désolé. Alors, oui... Merci infiniment pour cette session très intéressante. Merci aux conférenciers. Merci beaucoup à vous tous. Merci.